et que nous allons passer à la troisième table ronde de Freddy. Freddy Boulongo, venez vite, parce qu'on est complètement à la bourre. Et il y aura aussi des questions dans la salle, donc il faut faire très très vite. Alors on va passer à la troisième table ronde. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Je crois qu'on va entamer la troisième table ronde pour les droits de l'homme et contre l'impunité. Et là, nous aurons besoin de notre frère et aîné Paul Sampoumoukulu pour conclure un peu par rapport à cette table ronde. J'appelle tout de suite Madame Mbaye Fatimata, qui est des droits de l'homme. J'appelle aussi Monsieur Omer Kandé, qui va intervenir là-dessus. Voilà. Je vais commencer par Monsieur Omer Kandé, simplement parce que il est là, et puis on va faire la transition avec Madame Fatimata, et par après, vous pouvez, sur la tribune, c'est beaucoup mieux, hein. Voilà. Voilà. Donc, défenseur des droits de l'homme, Association nationale pour les droits de défense des migrants et de la femme, ainsi qu'ANADEM, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez la parole. Merci. J'espère que mon micro va bien aider. Donc, j'aimerais ici, d'abord, merci beaucoup aux organisateurs de cette journée pour la chance qu'ils nous offrent à nous expliquer sur le problème que nous avons dans nos pays respectifs sur le plan des droits de l'homme et des libertés de citoyens. Je vous remercie au nom de tous mes collègues de l'ANADEM pour l'idée géniale que vous avez eue en organisant cette journée. Ici pour parler des sujets aussi importants qui gangrènent notre continent d'Afrique. Activiste et défenseur des droits de l'homme en RD Congo depuis plusieurs années, j'ai un constat plus qu'amer à faire de ces secteurs dans mon pays, car à chaque changement de pouvoir dans notre pays, les violations des droits de l'homme changent aussi de visage et de forme. Dans mon pays, la RDC, la lutte entre le corps constitué et fratricide, l'armée, la police, les gouvernements, la présidence, les gouverneurs de province, tous sont impliqués à des degrés divers dans les violations graves des droits de l'homme qui prévalent à RD Congo. Chaque responsable à son niveau, dans la limite de ses fonctions, veut exercer sa forme de terreur dans l'influence qu'il a sur la population. Entre la police et l'armée, il n'y a pas beaucoup de différence parce que les deux corps sont très visibles tous les jours dans les rues, au point où la population ne sait plus distinguer le rôle de chacun d'eux. Parce que tous les deux exercent quasiment et pratiquement la même influence négative sur la population. Les gouverneurs de province, autant que les bourgmestres des communes, piochent tous dans l'armée et dans la police les éléments généralement originaires de leur tribu qui mettent à leur service pour exercer une autre forme d'influence et de violence sur la population. Les ministres font la même chose. Les mandataires publics, PDG, ADG, DG, ils font pratiquement tous pareil. Ils ont l'armée et la police à leur service. Certains députés aussi ne sont pas en reste. Ils font pareil. Pour leur garde, pour leurs besoins, ils ont tous la police et l'armée à leur service. Les expatriés qui font du business, qui font des affaires, prennent aussi à leur compte les militaires et les policiers qui exercent aussi une autre forme de violence sur la population. La garde républicaine, l'unité de l'armée la plus privilégiée, depuis tout le temps, par tout le président au détriment du reste de l'armée. Ils ont toujours eu un traitement de faveur assez particulier. Aujourd'hui, on les appelle communément Kinshasa, Balamoura, comme on entend pareil. Et qu'en particularité, ils n'obéissent qu'à leur maître, le président de la République. Tout leur est permis, jusqu'à donner la mort aux paisibles citoyens pendant ou en dehors des aires de service. L'impunité à leur égard
est la règle d'or. Tous les jours, les gens sont assassinés de plusieurs manières. S'ils ne sont pas tués par balle, les corps disparaissent tout simplement. Conséquence de tout ça, la quasi-totalité de journalistes ont peur de critiquer les actes criminels du pouvoir. Même au temps fort de Mobutu, la presse ne s'était jamais autocensurée de la pire manière pour aujourd'hui. Les activistes des droits de l'homme, du moins pour certains, se sont résignés. Mais d'autres ont choisi de braver la dictature en continuant de dénoncer les cruautés du système dans leur rapport. Au moins dans ces secteurs, les gens ont encore envie de faire bouger les lignes en prenant continuellement le risque de dénoncer les mal profonds d'un système aussi cruel que celui qui dirige la RDC actuellement. Au vu de toutes ces formes d'oppression exercée par le pouvoir sur la population, de l'autocensure de la presse nationale, l'unique espoir pour parer à cette situation résiderait dans une existence forte et affirmée des ONG de défense des droits de l'homme. Mais parfois, pour des raisons idéologiques aussi, les défenseurs activistes des droits de l'homme en RD Congo cessent de parler d'une seule voix. Ceci est le cas que nous avons vécu depuis plus de 10 ans dans une affaire qui nous oppose à d'autres collègues des droits de l'homme. Je crois que vous avez certainement entendu parler de l'affaire des disparus du Butu. Il y a d'autres qui disent on l'a tué, d'autres qui disent on l'a pas tué. Voilà. Et ce genre de situation nous empêche de travailler en confiance les uns à côté des autres, de lors que vous êtes déjà en conflit entre vous, activistes et défenseurs des droits de l'homme. Et le pouvoir a besoin de cette division dans votre corps. Mais les gens ne l'ont jamais compris. Notre pays a besoin de toutes ses fils et de tous ses fils en ces temps difficiles pour faire face à notre ennemi commun qui est l'injustice. L'injustice dirigée contre la population. C'est une injustice qui est générée par le pouvoir qui est censé protéger la population. Et voilà qu'aujourd'hui, un autre débat est lancé au sujet de la modification de la Constitution pour donner la possibilité au président actuel de briguer un autre mandat. Donc, pour qu'il reste encore quelques années de plus président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, à mon point de vue, le pays n'a pas besoin seulement d'un président qui soit élu pour 5 ans, sur la base d'un certain programme. Mais nous avons vraiment besoin d'un président qui puisse donner à notre peuple une identité et une fierté dont lui-même en serait le modèle, en serait aussi le symbole. Et c'est ça qui manque cruellement à notre pays actuellement. Bref, un président qui observe à la lettre les lois du pays. C'est qu'on ne voit pas tous les jours. Nous ne pouvons être libres sans les autres. Voilà pourquoi nous souhaiterions que les autres comprennent. Parce que la plus chère des libertés, c'est celle qui nous libère de la peur. Je crois que certains, parmi nous au pays, j'ai entendu parler le secrétaire général de la FIDH, de beaucoup de choses des droits de l'homme, parce que nous avons vécu beaucoup de choses ensemble dans notre pays. Vous devriez savoir que la communauté internationale dans notre pays, s'il faut encore parler de la communauté internationale dans notre pays, parce qu'il faut dire des choses, cette communauté représentée par la MONUSCO, elle n'est pas derrière la population du Congo. Elle est derrière le pouvoir en place. Parce que quand on suit les informations qui sortent de la MONUSCO au Congo, de la rébellion qui attaque le Congo, surtout des troupes qui viennent du Rwanda, ils vont tout le temps vous dire que c'est des Interahamwe. Vous savez, quand on parle des Interahamwe, vous savez ce que ça veut dire? C'est le Rwandais Hutu, qui ne sont pas au pouvoir au Rwanda. Donc ce n'est pas Kagame qui attaque le Congo. Et ces informations sortent de la MONUSCO, qui a plus de 17 000 hommes, le plus grand contingent des Nations Unies depuis que les Nations Unies ont été créées.
Mais ils sont incapables d'arrêter le massacre que nous vivons dans notre pays. Ils sont incapables d'empêcher le pouvoir en place de tuer les journalistes. Ils sont incapables d'empêcher le pouvoir en place d'intervenir quand on tue les activistes et défenseurs de droits de l'homme. Et pour ceux qui comprennent, ils savent bien que la MONUSCO, à chaque fois qu'il y a élection, elle n'est pas à côté de la population. Elle est à côté du pouvoir. La MONUSCO accompagne tout ce qui arrive dans notre pays de manière à ce que le peuple ne puisse inquiéter le pouvoir en place. Il faudrait bien qu'on se le dise. Parce que c'est ça le problème dans notre pays. Le peuple congolais aujourd'hui est abandonné à lui-même. Il doit se battre contre toutes les forces sur le territoire congolais, voire même la MONUSCO, s'il faut libérer le Congo. Parce que le peuple, c'est le seul rempart qui nous reste aujourd'hui par rapport à tout ce qui nous arrive. Tout ce qu'on a dit, j'ai entendu parler énormément. Il faut bien qu'on se dise la vérité. Les institutions internationales, oui, merci. On parle de la communauté internationale, oui, merci. Mais il n'a pas le même rôle ailleurs qu'au Congo. Au Congo, la communauté internationale, elle est venue accompagner un but. Le but, c'est que Kabila reste là, puisque c'est leurs intérêts. Tant qu'on ne dira pas cette vérité, le Congolais sera là à rester là comme ça. Parce que de toutes les informations que nous avons de la communauté internationale, de Kabila, c'est ça qu'il faut. Là, par exemple, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Très peu de gens dans la communauté internationale, si vous êtes à Kinshasa, entre les ambassadeurs, parce que bon, si vous y allez pas, nous on y est. Ils vont vous dire, mais écoutez, c'est des choses qui arrivent en Afrique. J'ai suivi récemment ce qui s'est passé en Ukraine. Un député européen qui dit, mais écoutez, si aujourd'hui il y a un problème avec le gaz de schiste, avec la Russie, parce qu'on dépasse, je ne sais pas, il donnait le chiffre de plus de 500 milliards l'on investit chaque année pour acheter les gaz à l'Ukraine ou à l'Union soviétique, à la Russie. Mais avec cet argent aussi, on installe de l'énergie éolienne au Sahara. On pourra négliger ou paralyser la Russie à faire ce qu'il est en train de faire. Donc il parle, donc c'est-à-dire comme si le Maghreb ou le Sahara, c'est un terrain conquis. Donc vous prenez 500 milliards, vous allez vous installer là-bas, et on commence à vous produire de l'énergie, simplement parce que vous voulez faire mal à quelqu'un, ou simplement parce que vous avez de problème avec quelqu'un. L'Afrique, c'est un pays, si vous voulez installer de l'énergie éolienne, vous y allez, vous négociez avec le peuple, vous négociez avec les gouvernements qui sont là-bas, et vous leur dites, ils donnent leurs conditions. Mais ils parlent à la télévision comme si le Sahara faisait partie de l'Europe. Donc on va prendre l'argent, on investit là-bas, et on commence à avoir de l'énergie. Et c'est comme ça. Et tout ça, nous, dans le droit de l'homme, on le vit. Ce que j'aimerais dire ici, au secrétaire général d'AFIDH, parce que c'est une grande famille des ONG des droits de l'homme à travers le monde, je crois plus de 160. Il faudrait dire que l'Amnesty International, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, Human Rights Watch, Droit et démocratie, toutes ces grandes familles de défense des droits de l'homme, toutes les informations qu'ils donnent ici, viennent des activistes et défenseurs des droits de l'homme locaux, qui souffrent au quotidien, qui ont des problèmes dans leur pays. Et moi, je peux vous le dire parce que moi-même, j'en ai vécu. Une fois qu'on a du souci, parce qu'on a envoyé des informations assez délicates, qui ont été publiées à Paris par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, qui est même dans un programme avec l'Organisation mondiale contre la torture, d'intervenir à chaque fois qu'il y a un défenseur des droits de l'homme qui est en difficulté. L'Amnesty internationale, vous publiez des rapports, vous faites des rapports assez dangereux dans votre pays, vous exposez votre vie. D'abord, on le fait pour nous-mêmes, on ne le fait pas pour eux. On le fait pour les changements dans nos pays respectifs. Mais quand il y a un souci à cet activiste des droits de l'homme, je vais vous dire le calvaire qu'il va commencer à vivre pour être soutenu par les institutions internationales auxquelles il a envoyé des informations.
et qui ont publié le rapport. C'est pour ça que j'aimerais demander au secrétaire général qui est là, puisqu'il est à la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, de ne pas oublier, avant d'être là où il a été activiste local, comme beaucoup d'autres, il a beaucoup de collègues au pays, et qui ne les oublie pas. Parce que souvent, quand ils ont des difficultés, ils tournent les yeux vers vous. Et à la fin, ils sont dans des conditions très difficiles. Vous le savez, je ne vais pas vous raconter, monsieur le secrétaire général. J'ai dit et je vous remercie. Merci, Kandé. Freddy, je te passe le micro. Merci beaucoup, monsieur le maire Kandé. On va donner la parole pour équilibrer un peu à madame Fatimata, parce que sinon il n'y aura que les hommes. C'est que nous sommes majoritaires dans la salle. Nous sommes majoritaires dans la salle, mais on va essayer d'équilibrer un peu. Et elle, en tant que femme, je crois qu'elle sera très sensible, comme en tant qu'activiste des droits de l'homme, des droits humains, sera très sensible aux problèmes de viol des femmes, mais aussi par rapport aux problèmes que connaissent les journalistes, les assassinats et les menaces, etc., etc. Madame Fatimata, vous avez la parole. Voilà, un mot. Bonjour tout le monde. J'avais pas bien préparé parce que c'était le représentant de l'association mauritanienne des droits de l'homme, c'est ce groupe qui devait s'exprimer. Il se trouve que je suis de passage, donc je suis la présidente de l'association mauritanienne des droits de l'homme, ancienne vice-présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme pour l'Afrique de l'Ouest. Je suis avocate de profession. Ce que mes prédécesseurs, ceux qui m'ont précédé sur ce podium, ont déjà dit, je pense, m'a laissé réfléchir sur beaucoup de choses. Particulièrement quand on parle des droits de la presse, la liberté de la presse sur le continent, pas seulement en Afrique de l'Ouest, ni au Maghreb, ni en Afrique centrale, ni en Afrique australe. Je pense que de tout temps, la presse a été divisée sur le continent. Moi, je l'ai classée en 3 groupes. Un groupe qui est la presse politique, la presse militante, et la presse commerciale, je dirais comme ça. La presse politique a toujours suivi ce qui a existé dans nos pays après les indépendances, qui ont été d'abord la presse qui a suivi le parti unique, qui a suivi les gouvernements. Ensuite, nous avons la presse militante qui est venue après, disons, les années 91, où on a parlé de multipartisme, on a parlé de droits de l'homme, on a parlé de liberté d'opinion, etc. Et là, la presse a payé chèrement son engagement dans les différents pays, y compris mon pays, la Mauritanie, je suis mauritanienne, où la presse a toujours travaillé sous la censure, sur les écoutes, les emprisonnements, les interpellations. Et parfois, quand je parlais aussi de la presse commerciale, c'est une presse qui préfère avoir le scoop sans se soucier effectivement du risque qu'il va faire encourir à tel ou tel autre groupe, à la personne interviewée, à la personne ou au groupe de personnes qui ont été citées dans l'article. Le seul souci, c'est le gain. Les défenseurs des droits de l'homme que nous sommes ont essayé d'accompagner la presse. Malheureusement, comme dans certains pays, comme je l'ai dit, les activistes étant toujours assimilés à des opposants politiques parce que les activistes s'intéressent à des sujets qui font mal et des sujets tabous. Et donc, à ce niveau-là, certains pays ont réussi à ramener la presse de leur côté, tout simplement en les achetant, en leur miroitant en tout cas un avenir meilleur que de travailler avec l'opposition. C'est ce qui s'est passé chez moi. Nous avions une constitution qui en a adopté en 91,
dans cette constitution, la liberté de la presse, de l'opinion, de l'association, etc. était bien garantie. Mais en même temps, dans cette même constitution, on maintenait toutes les lois d'exception, toutes les lois réprimantes, on les maintenait. De sorte que le journaliste, avant de publier son article ou son journal, il doit d'abord, malgré qu'il a déjà payé la librairie pour faire l'impression, etc., mais il ne peut pas publier s'il n'informe pas le parquet de la République. Et donc, le parquet avait son épée de Damoclès. Il pouvait dire oui, vous pouvez publier, comme il peut dire non, vous ne pouvez pas publier. Et donc, ils ont appauvri les journalistes qui étaient engagés, de sorte à leur faire peur, effectivement, de rester dans la ligne militante. Et certains donc ont dit quitter, ou tout simplement accepter de collaborer avec le mouvement. Les militants de droits de l'homme ont continué à travailler dur pour demander effectivement que le délit de presse soit dépénalisé. On a réussi à obtenir la dépénalisation du délit de presse, mais malheureusement, malgré cela, c'est que nous nous sommes rendus compte que c'était plutôt un piège que les journalistes ont accepté. Parce qu'en acceptant tout simplement d'adhérer à une loi qui est effectivement dépénalisée, mais qui les obligeait aussi à se fédérer au niveau national et qui restait sous la coupe de la APA, qui était une autorité de régulation qui n'était pas du tout libre ni indépendante, ils se sont fait avoir de sorte à ce que la dépénalisation les ramenait pratiquement sous le coup du droit commun. Ça veut dire que toute personne pouvait tout simplement interpeller Madame X ou Monsieur Y, journaliste, et l'accuser tout simplement de diffamation. Ce qui faisait que le journaliste se retrouvait du jour au lendemain devant le procureur de la République, où on lui demandait de payer une certaine somme qu'il n'a pas, et on le faisait séjourner en prison pour 15 jours, ensuite pour pouvoir reconfirmer sa détention, où il pouvait rester 6 mois de plus, où il pouvait rester plus que cela, s'il n'est pas condamné à des peines beaucoup plus lourdes que ça. Malheureusement, quand on a essayé effectivement de faire comprendre la presse, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que la presse essaye tout simplement aussi de jongler avec cela. Je ne peux pas venir assister, par exemple, à un atelier de droits de l'homme sur l'impunité, parce que tout simplement, dans la salle, peut-être qu'il y a la presse de l'État. Et il y a des policiers déguisés en journalistes. Donc, j'ai peur de venir assister. Et je n'assiste pas parce que tout simplement, je me ferai poursuivre. Je me ferai tout simplement enlever tout mon matériel, les caméras, l'appareil photo, etc. Où je verrai tout simplement agresser sur mon lieu de travail, le bureau fermé. Avec le nouveau président, donc Abdelaziz, qui a effectivement dépénalisé le délit de presse en Mauritanie, nous avons constaté ceci. C'est que d'abord nous avions un problème au niveau de la presse nationale. La presse nationale, nous avons une télévision nationale qui émet dans toutes les langues. En Mauritanie, il y a 4 langues parlées, en dehors du français et du français qui était la langue officielle. Aujourd'hui, c'est l'arabe qui est la langue officielle et le français en deuxième position. Donc, nous avons la télé de la République islamique de Mauritanie qui émet en français et en arabe, qui était la télé républicaine. Ensuite, nous avons maintenant la liberté de la presse a permis à certains journalistes d'accéder effectivement à des télévisions privées, mais ce n'est pas ouvert à tout le monde. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, et si vous voulez, quelqu'un l'a dit ici, c'est que chaque tribu a sa télévision. Chaque tribu a son journal, en fait, a sa revue. Et ça ne peut pas marcher dans un pays, n'est-ce pas, qui aspire à la démocratie, qui aspire à l'indépendance, qui aspire à l'unité nationale. On ne peut pas partir et bâtir tout simplement une démocratie sur le quota, n'est-ce pas, des nationalités qui existent dans ce pays. Ce qui s'en est suivi, c'est que quand nous parlons, par exemple, il parlait tout à l'heure de la violation des droits de la femme, ça dépend, puisque nous sommes tous un pays musulman où certains sujets sensibles sont considérés comme des tabous.
sont considérés comme tout simplement des blasphèmes. Certains se sont retrouvés derrière les barreaux parce que tout simplement, ils ont été considérés comme étant des personnes qui portent atteinte à ce que la population mauritanienne a de plus cher que la religion. De sorte que vous n'avez pas parlé tout à l'heure de catégories de journalistes qui sont les blogueurs. Vous n'avez pas parlé. Je ne sais pas, peut-être vous en avez parlé avant mon arrivée, mais vous n'avez pas parlé. Et je sais qu'aujourd'hui, dans le Maghreb, les blogueurs, n'est-ce pas, sont ciblés. On les tue. Pas seulement on les condamne, parce que quand on condamne quelqu'un à la peine capitale, effectivement, même si on est sur un moratoire, la Mauritanie est un moratoire de 26 ans, on a un moratoire de 26 ans sur la peine capitale, mais je dis bien qu'il suffit qu'on ait un illuminé qui va tout simplement envoyer tout ce monde-là à l'abattoir. Et bonjour les dégâts. Mais on n'a pas parlé des blogueurs ici. Il y a des blogueurs et des blogueuses, effectivement, qui sont aujourd'hui inquiétés parce que tout simplement, elles ont publié sur leur blog un article, par exemple, sur la religion, un article, par exemple, sur la vie du prophète, un article sur la vie de la femme qui a été violentée, etc. Et elles se retrouvent tout simplement inquiétées, elles ne vont plus sortir de chez elles, où elle est tout simplement cataloguée au niveau de la société, de sorte qu'elle se dit, est-ce que j'ai le droit de continuer à travailler comme journaliste, ou est-ce que je dois rester chez moi? Je ne vais pas m'attarder longtemps. Je sais que beaucoup a été dit, mais ce que je veux dire tout simplement, c'est que aussi, quand j'ai parlé de la presse politique, une presse engagée, une presse politique qui accompagne les hommes politiques et qui n'ont pas le courage, n'est-ce pas, de divulguer ni de critiquer les hommes politiques quand il y a un dérapage qui est constaté au niveau du non-respect de la Constitution, du non-respect, n'est-ce pas, du jeu démocratique, particulièrement au niveau des élections, quand il y a des élections, pendant les campagnes électorales. Nous avons vu tout simplement une presse qui suit monsieur parce que tout simplement monsieur a payé gracieusement les services. Il y a donc une désinformation. Mais à côté de cela, dans certains pays africains, où aujourd'hui ces pays vivent une crise grave, il y a la presse qu'on appelle de la haine, ça n'a pas de sens. Il faut lutter contre cette presse qui détruit ce que nous avons de plus beau chez nous, qui est cette unité, ce brassage de communauté, ce brassage de culture, n'est-ce pas, qui constitue l'homme africain. Aucun homme africain ne peut dire, moi, par exemple, je suis de telle ethnie. Non, il y a un brassage. Il y a un brassage au fond de nous-mêmes, nous partageons beaucoup de choses, nous partageons, comment dirais-je, une distance géographique qui fait qu'il y a une telle richesse que nous emmagasinons au sein de nous-mêmes, et en conséquence, on ne devrait pas accepter tout simplement ces radios de la haine, ces journaux de la haine, ces télévisions de la haine qui continuent à nous déchirer et qui le font effectivement, et qui sont au service des hommes politiques. Qui sont au service des hommes politiques qui ne vont pas quitter le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils n'utiliseront pas? Qu'est-ce qu'ils n'useront pas pour rester encore au pouvoir? Je vais vous parler de Mugabe, il a 80 et quelques ans, n'est-ce pas? Il va rester jusqu'à 100 ans. Ce sera, comme l'a dit quelqu'un de chez moi, que les hommes politiques ne connaissent que deux choses. C'est à la porte ou à la mort. C'est ce qu'ils connaissent. L'homme politique africain ne sait que deux choses. À la porte ou à la mort. Ou il est renvoyé, ou il reste jusqu'à la mort. Est-ce que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, en tant que journalistes, nous voulons encore continuer sur cette lancée d'appuyer tout simplement une classe politique qui ne veut pas quitter et qui ne regarde pas le besoin de la population, qui ne regarde pas les soucis de la population, qui continue à commettre des violations graves et qui ne peut pas être aujourd'hui poursuivi parce que tout simplement il y a une coalition, il faut le dire, une coalition, n'est-ce pas, des chefs d'État africains qui, quand la CPI va poursuivre, vont dire « Oh, encore c'est les Africains seulement qu'on cible ». N'est-ce pas? Et alors, dans nos pays, si notre justice marchait convenablement, mais on n'a pas besoin d'aller à la haine. On n'a pas besoin. Mais aujourd'hui, qui est capable de juger Kabila? Qui est capable de juger Taïa chez moi? Qui est capable de juger? On a fait un jugement en Égypte pour Hosni Moubarak. On a essayé de faire un jugement qui est encore sur la liste de Ali Ben Ali. N'est-ce pas? Ça n'a pas encore marché. Hosni a été jugé, c'est vrai. Mais disons qu'il a été jugé parce qu'il y avait encore les boîtes ici. Comme quelqu'un l'a dit,
hein, tant que les boîtes resteront au pouvoir, effectivement, nous aurons toujours notre série de lamentations, nous allons courir, mais qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui, nous, disposés à faire et à sacrifier en tant que défenseurs des droits de l'homme et en tant que presse sur le terrain. Parce que les défenseurs des droits de l'homme, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, sans l'accompagnement de la presse, on ne peut pas réussir. Il faut que ce soit clair. Sans l'accompagnement de la presse, on ne peut pas réussir parce qu'il faut que la presse accompagne, il faut que la presse accepte de s'engager pour le changement de mentalité au sein de la population africaine. Mais si chaque tribu, chaque ethnie a sa propre presse, effectivement, on va continuer à la désunion, on va continuer effectivement à nous battre et à nous combattre, n'est-ce pas, sans savoir exactement quel est le but escompté. C'est toujours beau de rejeter l'erreur, les fautes sur les autres. Mais j'estime que nous devons aussi nous autocritiquer, nous devons aussi accepter, nous, notre part, n'est-ce pas, et notre participation passive dans ce qui se passe dans nos pays. Bravo. Quand on parle de la violation, des viols des femmes, des abus sexuels, c'est encore chez nous, dans nos familles, où on exige de la femme, ne dis rien, tais-toi. Tu vas déshonorer la famille en parlant. N'est-ce pas? Tu vas déshonorer la famille en parlant. Quand c'est une musulmane, quand elle va, on va dire, oh, elle n'osera jamais dévoiler, parce qu'elle ne peut pas montrer les services qu'elle a eu sur son corps à un homme, un magistrat. À la santé, ce sera aussi des gens qui vont dire, oh, ce n'est pas méchant, on va te donner 2 jours d'ITT. N'est-ce pas? 2 jours d'ITT, c'est 10 000 fois rien. Ceux qui sont juristes ici savent très bien que 2000 ITT, c'est rien. 2 jours d'incapacité temporaire de travail. Ça veut dire que ça ne sert absolument à rien. Ou alors, on écrit tout simplement sur le certificat médical, c'est juste un attouchement, ce n'est rien. Mais pourquoi il y a attouchement? Il ne devrait même pas y avoir attouchement. N'est-ce pas? Alors, c'est nous d'abord, les femmes, qui devraient d'abord nous liguer pour lutter contre les violences sexuelles et les violences faites aux femmes. Nos frères, vous savez pertinemment, hier, dans le métro, dans le train, il y a une dame. C'était plein, c'est juste un truc que je rapporte ici parce que ça m'a choqué. Je venais de l'aéroport. Et le train était plein, et donc la dame est venue en courant. Et juste en rentrant, il y avait un monsieur, elle n'a pas fait exprès. Elle l'a bousculé un peu. Alors celui-ci l'a bousculé encore, elle a fait tomber. Et les gens lui disent, elle dit, oh, mais monsieur, ne bousculez pas. Il dit, oui, mais vous m'êtes rentré dedans comme un bœuf. Et quelqu'un lui dit, mais monsieur, on ne bouscule pas une dame. Il dit, mais écoutez, ce n'est pas l'égalité des sexes ici. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, j'avais honte parce que c'était en plus un Africain. Ah ben ouais. Ouais. J'avais honte parce qu'en plus, c'était un Africain. Alors, ne sachant pas que c'était un Africain, je dis, mais celui-là, peut-être qu'il a l'habitude de tabasser sa femme. Ah ouais. Il a l'habitude de tabasser sa femme. Parce qu'on ne peut pas se montrer de cette manière dans un lieu public. On doit quand même pouvoir maîtriser, n'est-ce pas, son ego, pouvoir se maîtriser soi-même pour ne pas avoir un comportement dérangeant. Même chez soi, on se maîtrise pour ne pas déranger, n'est-ce pas, ceux qui nous sont plus chers, à plus forte raison de leur faire du mal. En gros, je vais résumer. Quelqu'un a parlé de l'AIFIDH. Je vais vous répondre, monsieur. Parce que j'ai été 9 ans vice-présidente de l'AIFIDH. Et je vais vous dire une chose. Et non pas seulement que j'étais vice-présidente de l'AIFIDH, mais comme je vous ai dit, je suis aussi présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme et je ne suis pas à Paris, je suis sur le terrain. Je suis sur le terrain. Et je vous dis, comme je vous parle ici, je vous dis que j'ai fait la prison. J'ai été torturée aussi. J'ai fait la prison juste au lendemain, quand j'ai fini mes études à l'université. Et j'ai fait 6 ans de prison et j'ai été torturée avant d'être emprisonnée. Ensuite, j'ai été une 2e fois emprisonnée quand j'étais avocate stagiaire. Et j'ai été torturée aussi, monsieur. J'étais toujours militante au sein de mon organisation vice-présidente. Et mon organisation est membre de l'AIFIDH. Et je vous dis une chose. Nous avons fait 15 ans sans être reconnus par le gouvernement mauritanien. On a créé notre organisation en 1991. Et nous n'avons été reconnus qu'en 2005. Mais malgré tout, nous avons tout simplement opposé à l'État
le fait que la constitution mauritanienne garantit le droit d'association et qu'il est inadmissible aujourd'hui que par une loi qui est obsolète, parce que c'est une loi qui date de 1964, qu'on essaie de nous appliquer cette loi qui est anticonstitutionnelle. Mais, je vous dis, monsieur, l'AFIDH nous a accompagnés. Parce que l'AFIDH n'accompagne pas seulement au niveau de Paris, mais il descend aussi sur le terrain. Il s'agit maintenant, il dépend de l'organisation qui est affiliée à l'AFIDH, effectivement, d'exiger que l'AFIDH vienne auprès d'elle. Mais si nous travaillons et que nous essayons tout simplement d'envoyer les informations par mail, etc., moi je dis, je ne suis pas satisfaite. Il faut que ceux qui nous accompagnent, les réseaux dans lesquels nous sommes, viennent aussi voir comment nous vivons sur le terrain et nous accompagnent sur le terrain. Et c'est en ce moment seulement qu'on peut effectivement évaluer le travail que fait sur le terrain et je vous remercie. Merci Madame Mbaye Fatimata. Je crois que la balle est aussi. Non, attendez d'abord, monsieur. Commencez déjà à réfléchir comment sera notre observatoire que nous voulons pour la RDC contre l'impunité, pour le respect des droits de l'homme. J'invite donc Maître Ridian Dieye, qui est un jeune avocat international, qui est un professionnel et qui vient nous parler un peu par rapport à l'aspect des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il est là encore? Maître Ridian, je l'ai vu tout à l'heure, il était là. Bon, alors, s'il n'est pas là, c'est pas grave. Nous donnons la parole à M. Paul Sampounkoulou, qui est le secrétaire général des FDIH. Mais en tout cas, nous ne voulons pas partir d'ici sans savoir un observatoire, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans, etc., etc. Donc, essayez un peu de nous faire là-dessus. Merci pour une deuxième fois que vous m'accordez cette parole. Bien, je serai très bref, puisque dans l'intervention que j'ai faite lors du premier panel, j'ai essayé de brosser la situation des droits de l'homme chez nous et des acteurs qui sont confrontés à cette situation très grave que les Congolais vivent. Je peux même aller loin, depuis l'époque coloniale, post-coloniale, presque, je crois, 3 générations qui sont sacrifiées. Et on n'est pas rentré là-dedans, mais on voit cette crise. Puisque, qui ça, messieurs enfin, qui était au ministère des Affaires étrangères avec le professeur Bioya, avait dit à Laurent Désiré Kabila que voilà, Paul, c'est un pion des Occidentaux et on m'a arrêté, j'étais en prison, il a fallu une mobilisation terrible pour que je sorte de là. Et le feu président Kabila me l'avait dit, et avait reconnu que mon frère, voilà, je m'excuse, on t'avait arrêté pour rien, ce sont les occupants pour lesquels nous nous battons pour qu'ils partent, qui m'avaient induit en erreur pour vous faire mal. Et voilà, après le mal était commis, etc. Donc c'est vous dire que cet observatoire pour la protection de défenseurs des droits de l'homme, et même des journalistes, il est là. C'est un instrument à votre disposition, à la disposition de tout le monde. Mais aussitôt qu'il y aura un autre observatoire pour suivre la situation des journalistes, soyez sûr, Freddy, Roger, nous sommes là pour vous soutenir. Je reste avec vous pour plus d'idées. Mais si vous m'avez suivi, l'humilité, la simplicité, le monitoring, le suivi, mais en collaboration avec les autres structures qui existent et qui se battent. Merci. Merci. On a senti beaucoup d'émotions dans la voix de Paul Sampounkoulou, des larmes aux yeux parfois, mais c'est vrai que c'est pas facile et c'est pas évident. Donc j'invite Maître Ridian Dieye, je crois qu'il est là, pour son intervention, avant que Roger reprenne le micro pour la partie politique.
j'essaierai d'être assez bref. Il est évident qu'avec tout ce que l'on vient d'entendre, les maux, les difficultés de la presse africaine, en particulier la République du Congo, est large, titanesque et multidimensionnelle. Concerne plusieurs domaines d'intervention. Loin d'être impossible à résoudre, c'est vrai que ce sera difficile, mais c'est un défi qui concerne avant tout la communauté des journalistes, mais aussi cela implique tous les démocrates ou républicains convaincus qui croient en une presse libre. C'est la raison pour laquelle j'avais accepté l'invitation de Roger Bongos de faire partie de cet observatoire qui naîtra de ce forum, afin que l'on puisse réfléchir sur les pistes pour donner à quelconque gouvernement que ce soit, d'ailleurs que ce soit le gouvernement actuel ou un gouvernement prochain quelconque, les différentes positions, les différentes solutions qui pourront être adoptées pour garantir une presse réellement libre, parce qu'on a compris qu'elle n'était pas du tout libre, compte tenu ne serait-ce que des témoignages que l'on vient d'entendre, mais ensuite permettre aussi qu'il puisse, et je reviendrai dans mon propos, que la formation des journalistes puisse être réellement efficace, parce qu'il y a aussi un vrai problème là-dessus. Alors, ce que je ferai, c'est que je vous présenterai dans une première partie ce que je considère être comme les maux, les difficultés un peu fondamentaux qui entourent la presse congolaise, et ensuite quelques réflexions sur des pistes de solutions qu'il peut y avoir, dont de toutes les façons nous aurons l'occasion d'en discuter dans le cadre de l'Observatoire de la presse en Afrique. Alors, dans la première partie, les mots de la presse en RDC, parlons d'abord du contexte juridique, la presse dans le contexte juridique. Si il y a quelque chose de très important à retenir en ce qui concerne la République du Congo, en matière, du moins au regard du droit, c'est la décentralisation. En effet, ce pays est un État unitaire, certes, mais il y a eu ce qu'on appelle la décentralisation. La décentralisation, pour faire très simple, c'est que l'on détache quelques pouvoirs qui appartenaient quelques prérogatives, compétences qui appartenaient au pouvoir central, et on va l'attribuer petit à petit, voyez-vous, aux différentes entités. D'abord, il y a la région, les départements, ça pourra même toucher aux petites communes et ensuite aux villages. Voilà. Donc il existera un petit exécutif avec des assemblées, des élus qui prendront des décisions. Ça existe. Le problème, c'est que la population ne le connaît pas. Ne le connaît pas, c'est très simple, c'est parce qu'ils n'en ressentent pas les effets. Ils n'en ressentent pas les effets, ils ne se réfèrent qu'à et uniquement à Kinshasa. Quand je parle de Kinshasa, c'est le gouvernement central. Et ce gouvernement est appelé à prendre toutes les décisions, même les décisions les plus minimes, les plus petites qui puissent être. Par exemple, des décisions qui concernent les infrastructures locales. Pourquoi je vous parle de cela? Je vous parle de cela parce que justement, il y a un vrai problème en matière de presse. Pourquoi la presse n'en parle pas? Pourquoi la presse ne montre pas les différents échelons de pouvoir, de compétences, d'autorité qu'il puisse y avoir? Ah non, c'est pas la peine d'aller à Kinshasa. Si vous êtes par exemple, je ne sais pas, dans la région de Goma, si vous voulez régler tel problème, c'est pas la peine de bouger, restez là et adressez-vous à telle ou telle autorité. Personne ne le fait. Donc il y a un vrai problème en matière de pédagogie et d'information sur des problèmes sérieux. Le deuxième problème, toujours dans le contexte juridique, que l'on peut épingler, c'est la question de l'impartialité, pour du moins la question de la justice, le rapport que les journalistes ont avec l'appareil judiciaire. Ça ne leur vient malheureusement pas à l'esprit, indépendamment des journalistes qui sont à Kinshasa. C'est rare que ça puisse venir à leur esprit d'aller saisir le juge, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils estiment que le juge qu'ils iront saisir n'est pas impartial. C'est totalement juste. Si le journaliste a un problème avec un représentant du pouvoir politique, quel qu'il soit, quelqu'un qui détient un peu de pouvoir, c'est évident que le juge aura beaucoup plus du mal à condamner, quand bien même il existe des éléments sérieux, à condamner cette personnalité. Tout simplement parce qu'il dispose des moultes et moyens pour faire pression sur ce juge. On dit que ce journaliste n'a que sa parole. La parole face à l'argent ne fait strictement rien.
Enfin, le troisième problème dans le contexte juridique, c'est l'absence d'un appareil judiciaire administré par l'État lui-même, parce que, peut-être que certains d'entre vous le savent, moi, tous les journalistes ici le savent, c'est que l'arrière-pays, qui constituait des provinces, des communautés de provinces, est souvent organisé en fief, et toutes les personnalités qui ont un tout petit peu de pouvoir, un tout petit peu d'autorité, abusent de ces pouvoirs. Et le journaliste qui essaiera par exemple de pointer les problèmes qui existent dans une localité particulière, en montrant les insuffisances des gestions, un manque de rigueur dans la gestion financière, aura des gros problèmes. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra, supposons que vous avez un problème avec cette autorité locale, aller devant la justice. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de tribunaux. En effet, les tribunaux n'existent pas partout dans la République démocratique du Congo. C'est un territoire vaste. Et il y a beaucoup de territoires où il n'existe pas de tribunaux, excusez-moi. L'absence de tribunaux font que, justement, pour avoir accès à la justice, il faille parcourir des centaines, milliers de kilomètres. Ça, c'est aussi un problème, l'accès à la justice. C'est aussi un problème que rencontrent les journalistes. Maintenant, parlons rapidement du contexte politique. Bon, ça a été évoqué, mais je dirais qu'il y a deux grandes choses qu'il faille retenir, ou moins trois, qu'il faille retenir en matière en ce qui concerne le contexte politique, en rapport avec la presse. C'est que depuis 2002, oui, entre 2002 et 2006, il y a eu quelque chose d'assez étrange qui s'est passé au Congo, comme vous le savez, et ça a été rappelé, c'est la transition politique, qui a vu un chef de l'État plus un gouvernement qui était divisé grosso modo en 4 commissions, dont à la tête étaient placés 4 vice-présidents. Alors quel était le rôle du Parlement à l'époque? C'est très important de savoir exactement quel était le rôle du Parlement à l'époque. Eh bien, le Parlement avait un rôle, c'est élaborer les lois essentielles à l'organisation et à la tenue effective des élections à l'issue de la transition. Alors c'est sûr que si vous prenez cette phrase, vous le dites à l'homme du peuple, il ne comprend rien. Mais pour le traduire simplement, ça veut dire une chose. Le Parlement cessait d'être le Parlement. Il cessait de représenter le peuple. Et en clair, c'était transformé en terrain politique de ces 4 vice-présidents, plus l'actuel président de la République. Il ne prenait plus de loi, et particulièrement les journalistes, ne pouvaient plus être protégés. Pour très simple, c'est qu'on ne prenait plus, on ne s'intéressait plus véritablement aux différentes institutions, aux vrais problèmes du pays, et on réglait plutôt des questions qui touchaient à tel ou tel aspect, parce que tel vice-président ou tel, parce que monsieur le président était ou pas d'accord avec. Donc, c'était un vrai problème, et malheureusement, très peu de journalistes ont dénoncé ce fait, parce que la répression, elle est terrible. Donc on voit encore une fois que le problème, le contexte politique influençait, et malheureusement influence toujours, le travail de la presse. Et d'ailleurs, ça c'est le deuxième point, toujours dans le contexte politique, c'était l'avènement en 2006, puisqu'en 2006 il y avait eu la révision constitutionnelle, fin de la transition, révision constitutionnelle, il y avait eu l'avènement ce qu'on appelle un Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui, peut-être, on ne sait pas encore, avait remplacé l'ancienne autorité, la haute autorité des médias, qui était la première instance de régulation des médias. C'est-à-dire qu'on mettait un terme à l'autorité que le ministre de l'Information avait directement sur les ministres, sur les journalistes, et on le transférait à une autorité indépendante. C'est très bien, c'est une très bonne idée. Je pense qu'il faudra de toutes les façons revenir sur ce point dans notre observatoire, essayer d'avoir une véritable autorité indépendante qui règle la question de la liberté de la presse, et non pas le ministre, puisque c'est exactement en ce moment ce qui se passe. Mais en tout cas, de 2006 jusqu'à aujourd'hui, cette autorité n'avait pas véritablement fonctionné. De toutes les façons, je vous donnerai quelques citations des représentants de ces autorités qui avouent clairement leur impuissance. Le troisième point majeur de ce problème, du moins dans le contexte politique,
et qui est assez très important malheureusement, c'est ce qu'on a vu, à savoir l'invasion des politiques dans les médias. En effet, il y a beaucoup d'hommes politiques qui possèdent des chaînes de radio ou de télévision. C'est un problème majeur. C'est un problème majeur, déjà déontologiquement. En effet, quelqu'un qui concourt à une fonction publique, ou qui est déjà détenteur d'une parcelle du pouvoir public, ne peut pas être à la fois représentant des intérêts privés. En effet, avoir une chaîne de radio ou de télévision, c'est être patron de presse. C'est donc représenter des intérêts privés. Et en même temps, on se dit homme politique, on se dit représentant garant des intérêts nationaux. Non, c'est une incompatibilité. Cette incompatibilité doit être réglée. Le problème, c'est que ça n'y est pas encore, ça n'existe pas encore dans la loi. On essaiera de voir comment introduire cette incompatibilité. Alors, je vais rapidement parler du contexte social. Ça veut dire que l'un des problèmes dans le contexte social, cette fois-ci, l'un des problèmes que l'on rencontre avec les journalistes, c'est qu'ils ne le savent pas. Ou, disons qu'ils ont très peu de connaissances sur la façon de protéger leur statut de journaliste. En effet, il y a beaucoup qui n'ont pas de contrat de travail, il faut le dire clairement. Il y a beaucoup qui n'ont pas de contrat de travail. Ils estiment que le simple fait de ne pas avoir de contrat de travail font d'eux des non-journalistes. Ah non, parce que, malheureusement, ils ne le savent pas, soit parce qu'ils n'ont pas d'avocat, ou soit parce qu'ils ne connaissent pas les textes qui régissent leur statut. La plupart des textes qui les concernent se trouvent dans le Code du travail. Alors, c'est vrai qu'ils ne vont pas véritablement regarder cela, mais il y a toujours un moyen de faire, quand il existe un problème entre soi et son employeur, il y a toujours un moyen de faire reconnaître devant la justice que j'avais effectivement un contrat de travail, et que ce contrat de travail me protège, vous donne un certain nombre de prérogatives face à votre employeur. Ce réflexe-là n'existe pas encore dans la tête d'un certain nombre de journalistes en place, pour une raison qui est très simple, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à ça, ils s'intéressent à autre chose. C'est sauvegarder leur emploi. Tout ce que l'employeur vous demande de faire, vous le faites. Quand bien même, vous savez que c'est, par exemple, contre votre éthique ou contre votre statut. Ça, c'est aussi un autre problème sur lequel il faudra se pencher. Toujours dans le contexte social, rappelons qu'il y a un bas niveau de formation des radiodiffuseurs. En effet, la plupart des médias à Kinshasa font état d'un niveau de connaissance technique faible pour les employés. Presque tous n'ont jamais bénéficié d'une remise à niveau pour ceux qui ont fréquenté l'école de formation de journalistes. D'ailleurs, il suffit simplement de fréquenter ces quelques écoles de formation de journalistes, je crois qu'il y en a 3, dont le FASIC, pour voir que ils ne bénéficient pas des conditions techniques matérielles qui leur permettent d'être véritablement à jour quant à la façon de pratiquer leur métier. Et ça, c'est un véritable problème. On voit, encore une fois, la carence de l'État dans son obligation d'assurer la formation des citoyens. Enfin, dernier point dans le contexte social, rappelons que la qualité des programmes et des émissions est peu attrayante. Elle est très faible. En effet, on sait qu'on est souvent confronté à des choses qui sont totalement résiduelles, qui ne sont pas très intéressantes, qui ne parlent pas des vrais enjeux. Il y a plus droit de la musique, des théâtres, qui ne sont pas tellement des théâtres, mais qui sont plutôt des feuilletons, la prédication d'église, et de temps en temps quelques tranches d'informations dans les langues nationales, mais enfin, il n'y a aucune émission sérieuse sur les vrais enjeux de la République du Congo. La question du viol n'est par exemple pas du tout traitée ou très peu traitée. Et ça, c'est encore une fois un des maux de ce pays. Enfin, dernier point dans cette grande partie, c'est le contexte économique. Il faut savoir qu'il existe un faible recours, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. En effet, pour parler très simplement, les journalistes là-bas n'ont pas de quoi travailler de manière adéquate, très peu d'ordinateurs. Il y a même certains qui n'ont pas du tout de magnétophone, de sorte qu'ils sont obligés parfois d'emprunter
des appareils privés, ce qui montre à quel point leurs conditions de travail est assez difficile. Les conditions de transport posent problème. Et ça, même dans le cadre de l'Observatoire, voir comment régler cette affaire sera assez difficile, parce que ça touche directement à la question de salaire et à la question du financement des entreprises de presse. Je passerai alors, parce que vous avez bien compris qu'il existe moult problèmes, à quelques pistes de réflexion qui peuvent constituer des solutions. Disons que ces pistes de réflexion peuvent être articulées en 3 temps. Il y a des remèdes que je dirais qu'il faudra prendre à court terme, des remèdes à moyen terme et d'autres à long terme. Alors, les remèdes à court terme, cela consistera d'abord à limiter la possibilité, la liberté de création des radios par des politiques. Effectivement, il faudra, à mon sens, mais on en parlera dans le cadre de cet observatoire, voir comment rendre incompatible la fonction de politique avec le fait de détenir des parts de marché, des parts de capital dans une entreprise de presse, quand on est politique. Ensuite, il faudra de toute l'évidence mettre de manière claire et nette dans la loi un certain nombre de critères pour reconnaître des radios associatives et communautaires, parce que ça n'existe pas. Le problème, c'est que la loi ne reconnaît pas les radios communautaires, alors qu'il y a un vrai besoin pour protéger ces quelques pépites qui font la richesse de la République du Congo, à savoir les différentes communautés qui existent. Il faudra aussi, de manière urgente, voir comment créer, au sein du budget de l'État, une part d'argent qui aille aux médias, qui apporte une aide réelle aux médias. Ensuite, dans les remèdes à court terme, je pense qu'il y a 2 choses fondamentales qu'il faudra le plus rapidement possible créer. D'une part, ce sont les syndicats des journalistes, qui sont assez faibles, qui, naturellement et normalement, devaient prendre la relève pour protéger leur profession, la profession qu'ils représentent, à savoir le journalisme. Ils sont très faibles, ils doivent notamment assister leurs collègues dans les contentieux qui concernent l'absence ou l'existence d'un contrat de travail, ou tout simplement la protection des journalistes face à leurs employeurs qui, eux, ont les moyens de leur faire taire. Toujours dans les moyens à court terme, ce qu'il faudra probablement le plus rapidement possible réfléchir, ce sera de voir comment mettre en place un référé presse. C'est-à-dire que quand il y a un problème entre un journaliste et un homme qui a le pouvoir, ou qui que ce soit, créer un mécanisme qui permet à un journaliste de saisir rapidement et en urgence un juge, et ce juge devra juger soit dans 24 ou pourquoi pas 62 heures par exemple, sur cette question, et dans la mesure où il existera effectivement une violation évidente de ses droits, condamner cette personne. Cela nécessitera, et ça c'est la solution à long terme, et d'ailleurs ce sera mon dernier point, on comprend très bien que ce que je suis en train de dire est une révolution dans la culture juridique de la République du Congo, puisque cela nécessitera d'assurer l'indépendance des juges. L'indépendance du juge. Les juges ne sont pas indépendants. Pour une raison très simple, c'est qu'ils dépendent du pouvoir en place. Ils dépendent du pouvoir en place, pas simplement de manière hiérarchique, mais aussi et surtout de manière financière. Ils sont mal payés, ils n'ont pas souvent, malheureusement, des remises à jour, parce que même en tant que juriste ou juge, on a besoin des remises à jour juridiques, ils n'en ont pas toujours accès, et bien entendu, puisqu'ils doivent vivre, ils ont besoin des promotions, et pour cela, il faut plaire à la hiérarchie. C'est la raison pour laquelle assurer l'indépendance des juges permettra de mieux protéger de manière juridique les journalistes. J'espère que je vous ai livré quelques éléments qui pourront faire l'objet de notre réflexion dans le cadre de l'Observatoire de la presse qui naîtra de ce forum. Et je remercie déjà, entre autres, M. Paul, de nous apporter son soutien. Merci.
Voilà, merci à vous, merci à Maître Dié.